Bienvenue dans le débat sur France 24. C'était il y a un an, jour pour jour, des partisans de Donald Trump envahissaient le Capitole, le sanctuaire du Congrès américain à Washington. Joe Biden a pris la parole. Il a mis l'accent sur la responsabilité des assaillants et de Donald Trump. L'assaut du Capitole était une insurrection armée, a martelé le président américain. Et Donald Trump a créé un tissu de mensonges au détriment de l'intérêt du pays. Donald Trump lui a répondu dans un communiqué et dénoncé un théâtre politique de Joe Biden pour faire oublier ses échecs. Un an après, alors, la démocratie américaine est-elle menacée? Quel impact sur le leadership américain dans le monde? Que peut faire Joe Biden, président impopulaire un an après le début de son mandat? Et puis finalement, Donald Trump prépare-t-il un retour en 2024? On va démarrer cette discussion avec à mes côtés François Durper. Bonsoir, historien, spécialiste des États-Unis, auteur de la BD Le Dernier Livre, et c'est chez Glénat. Merci d'être avec nous, François. Gauthier Rybinski est avec nous, notre chroniqueur international France 24. Nous avons également Gérald Olivier, journaliste franco-américain, éditorialiste à Atlantico, chercheur à l'IPSE et auteur, je cite votre livre, Gérald, de Sur la route de la Maison-Blanche, aux éditions donc Jean Picolec. Merci et bonsoir. Christian Hanley est avec nous en direct de Washington. C'est vous qu'on a vu il y a un instant, Christian, consultant politique auprès du Parti démocrate. Merci d'être avec nous. Bienvenue également dans le débat. Merci. Et puis à Washington également, en duplex cette fois, Sonia Dridi, notre correspondante. Bonsoir Sonia. Avant de démarrer, Bonsoir. Je vous propose d'écouter un extrait justement du discours de Joe Biden. C'était il y a quelques instants. Qu'est-ce qui n'a pas été vu? Un ancien président qui venait d'inciter la foule à attaquer, assis dans sa salle à manger, à côté du bureau ovale de la Maison-Blanche, en train de regarder ça à la télévision et ne faisant rien pendant des heures, alors que la police était attaquée, que des vies étaient menacées, que le Capitole était assiégé. Lives at risk. The nation's capital under siege. Sonia Dridi à Washington. Biden met vraiment clairement l'accent sur la responsabilité de Donald Trump dans cet assaut. Oui, c'est vrai, parce que Joe Biden, qui lui, pendant près d'un an, a tenté plutôt d'user le mépris vis-à-vis de Donald Trump, de ne jamais le mentionner, eh bien, dans ce discours, ça a été un discours très à charge contre l'ancien président. D'ailleurs, il a cité l'ancien président 16 fois sans jamais le nommer. Il a notamment déclaré la vérité, c'est que l'ancien président a diffusé une série de mensonges sur l'élection de 2020 parce que son ego blessé a plus d'importance pour lui que la démocratie. Il a aussi décrit un Donald Trump qui a appelé ses partisans à se rassembler au Capitole le 6 janvier dernier et ensuite qui a regardé l'attaque à la télévision sans ne rien faire alors que des policiers se faisaient agresser. Et puis, il a aussi tenté d'interpeller ceux qui ont tendance à minimiser cette attaque. Par exemple, un récent sondage montre que 25% des Américains pensent que ceux qui ont investi le Capitole il y a un an ont tenté de protéger la démocratie. Et Joe Biden a rappelé certaines scènes hallucinantes auxquelles on a assisté il y a un an avec des insurgés qui ont usé des drapeaux américains comme lance, des policiers qui se faisaient piétiner. C'était vraiment important pour Joe Biden de rappeler les faits. On sent aussi qu'avec ce discours, il a tenté d'imprimer un tournant plus politique, plus grave, alors que les élections de mi-mandat approchent. On sent qu'il essaie de motiver sa base électorale et aussi qu'il a compris qu'il y a une partie de la population américaine qui ne changera pas d'avis. Selon un récent sondage, on voit que quelques 55% des Américains seulement pensent que Joe Biden a été élu légalement, sans fraude. Donc Joe Biden qui s'est toujours posé comme un rassembleur, il a dit au début de son mandat qu'il voulait unifier les Américains. On sent qu'il a aussi compris que ça allait être un défi très compliqué. Et finalement, il y a un an après ces images qui ont bouleversé une partie du pays et du monde, eh bien, certains pensaient après cette journée que peut-être cela allait provoquer un électrochoc, que les partis allaient se rapprocher, les différents partis. Et finalement, non, on sent que la démocratie est plus fragilisée que jamais aujourd'hui aux États-Unis. Merci Sonia. François Durper, comment l'avez-vous trouvé Joe Biden? Justement, c'est un discours effectivement offensif, partisan. Un an après, on a presque envie de dire c'est presque trop tard.
Oui, mais il faut quand même se souvenir qu'il y a un an, il était intervenu, il avait déjà fait un discours ce jour-là, et ce discours, il avait mis d'ailleurs toute la journée à le préparer. On a beaucoup mis l'accent sur la manière dont Donald Trump a réagi à ces événements. Il y a un an, on a peu relevé la manière dont lui, Joe Biden, qui était président élu, avait réagi aux événements. Alors on le sait maintenant, il y a des témoignages qui disent qu'il était chez lui, tout simplement. Il a assisté ça à la télévision. Il a dit Donald Trump était devant sa télévision. Lui aussi était devant sa télévision. Et les mots qui reviennent, c'est qu'il avait été choqué, qu'il avait été abasourdi et horrifié par ce qui se passait, que très rapidement il a voulu faire un discours devant les Américains, et vous vous rappelez de cette phrase, une bataille pour l'âme de la nation. Il avait pris conscience de l'enjeu pour la démocratie américaine. Alors l'historien, il est quand même prudent parce que la démocratie est en danger, oui, mais pas plus que dans les années 60 du 19e siècle, il y avait une guerre civile, ou pas plus que dans les années 60 du 20e siècle, où Kennedy s'était fait assassiner, son frère également, où il y avait quand même une décennie très difficile aussi pour la démocratie. En revanche, ce qui s'est passé le 6 janvier, ça, effectivement, ça reste inédit dans l'histoire du pays. Le fait, l'envahissement du cœur de la démocratie américaine, ça, c'est quelque chose qui reste une empreinte forte, et Sonia le disait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui, un an après, de consensus autour de ce qui s'est passé. Et on rajoute juste d'un mot un sondage important chez les Républicains. 2/3 des Républicains aujourd'hui considèrent que ce qui s'est passé est une attaque à la démocratie américaine. Ils considèrent en fait que c'est au contraire une défense des libertés. Pourquoi ? Parce qu'ils continuent à penser que cette élection de 2020 a été volée à Donald Trump. C'est quand même assez incroyable. Christian Hanley, vous qui êtes proche des démocrates, comment l'avez-vous trouvé, Joe Biden ? Il a bien dit tout de même que finalement l'assaut du Capitole était une insurrection armée. Il l'a martelé. C'était important d'avoir un discours offensif et partisan aujourd'hui de la part du président américain ? Absolument. En fait, c'était un discours, bien sûr, offensif, mais partisan, non, pas tellement. Sauf si on compte que la vérité est un fait partisan pour les démocrates. Mais non, en fait, le discours, c'est quelque chose d'important parce que un an après le 6 janvier, il faut souligner les faits de ce jour-là. En fait, ce que l'on voit ici aux États-Unis, c'est un parti chez les républicains qui n'existe plus dans notre réalité partagée. Donc, comme on a vu, pas nous, mais comme dans les années 60 du 19e siècle, on existe maintenant dans ce pays dans deux réalités complètement différentes. Même à un niveau très simple quant au fait du 6 janvier de l'an dernier. Donc, pour le président, c'était très important de faire un discours qui était capable de souligner les faits établis, que le 6 janvier de l'an dernier, c'était un attentat, vraiment un acte criminel de la part de l'ancien président Donald Trump, et que ce n'est pas un simple manifestation, comme disait l'ancien président ce matin. Gérald Olivier, vous qui connaissez bien justement les Républicains, comment expliquer qu'une grande majorité des Républicains pensent toujours que cette élection a été volée à Donald Trump ? Mais c'est très simple, c'est parce que pour eux, la lumière n'a jamais vraiment été faite sur ce qui s'est passé la nuit du vote et dans les journées qui ont suivi le vote et dans les journées qui ont précédé le vote. C'est-à-dire que souvenez-vous de la nuit du 3 au 4 novembre, lorsque Donald Trump va se coucher, en quelque sorte, il est minuit, 1h du matin, il est largement en tête. À ce moment-là, on arrête le décompte dans un certain nombre de bureaux de vote et au petit matin, on apprend que là où il était en tête, il ne l'est plus. Et là où il est encore en tête, on nous dit qu'on ne connaît pas les résultats définitifs parce qu'il va falloir compter les votes par correspondance, que ce vote prend plusieurs jours, que les bulletins continuent à arriver et qu'à l'arrivée, après plusieurs jours et des délais qui sont totalement, je dirais, inhabituels dans le contexte américain, c'est Joe Biden qui est déclaré vainqueur. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, Gérald Olivier, que justement on met en doute ce comptage parce qu'en fait il comptait les votes, comme vous le disiez, des votes par anticipation et des votes par correspondance. Les Républicains mettent en doute deux choses.
La première, c'est un certain changement des règles électorales qui ont été rendues possibles sous le prétexte du Covid et qui ont facilité le vote par correspondance, dont on sait pertinemment qu'il est beaucoup moins fiable. Je rappelle que d'un pays comme la France, le vote par courrier est interdit depuis 1975. Oui, alors ça c'est vous qui le dites, mais il me semble, en fait, aux États-Unis, ils disent qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de fraude en fait dans les votes par correspondance et les votes. Mais on sait très bien que c'est faux. On sait très bien que c'est faux. Mais si vous voulez, ce que les démocrates n'ont pas fait, les démocrates ont voulu entériner la victoire de Joe Biden, qui était une victoire qui était inscrite dans les chiffres parce qu'il a eu 81 millions de votes pour lui et Trump n'en a eu que 75. Donc l'écart au décompte des voix était important. Mais comme chacun sait, aux États-Unis, l'élection présidentielle est une élection au suffrage indirect. Ce qu'il faut, c'est remporter le vote au collège électoral. Et là, le vote était beaucoup plus serré. Et il y a eu un certain nombre de contestations. Et les démocrates auraient dû jouer la transparence. Dire, écoutez, vous pensez qu'ils n'ont pas été transparents? Gauthier, commission pour que l'on sache vraiment ce qui s'est passé. Et à partir de là, il n'y aura pas de contestation. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi une base républicaine et un certain nombre de citoyens républicains et américains aujourd'hui considèrent que les circonstances de cette élection restent floues. Gauthier Rybinski, alors effectivement les circonstances sont vraiment véritablement floues parce qu'on se souvient de ces 3 jours de comptage où effectivement les républicains et une partie de la population américaine d'ailleurs mettaient en doute la fiabilité des résultats, mais au final, moi on me disait toujours il n'y a pas de fraude aux États-Unis. Non mais écoutez, alors d'abord sur le vote par correspondance, oui, il n'y a pas de preuves ou d'études sérieuses sur le fait qu'il y ait eu fraude massive par le passé concernant le vote par correspondance. Mais ce qui me paraît plus important, c'est que je ne suis pas persuadé, ou alors que ça soit plutôt un paravent ou une manière d'avancer masquée, mais je ne suis pas persuadé que les républicains, du moins ceux qui ont été partie prenante dans l'assaut du Capitole, aient eu pour envie ou pour idée de défendre la démocratie. Je pense qu'ils avaient fait litière et déjà leur deuil d'une certaine démocratie, et que s'ils ont avancé, s'ils ont progressé en disant qu'ils étaient là pour la défendre, c'était plus par finalement, j'allais dire presque esprit de marketing, pardonnez-moi, mais plus pour finalement se blottir dans un caractère républicain et constitutionnel qu'avec la volonté de défendre cette démocratie qui de toute manière leur apparaît comme néfaste, comme éminemment contestable. Donc, si vous voulez, je pense que c'est pour ça aussi que l'existence de cette contestation du vote de début novembre est utile à ceux qui se sont révoltés et qui ensuite ont mené cette action. Ça leur donnait un prétexte ou une légitimité pour agir, mais je pense que fondamentalement, c'était simplement un prétexte et qu'ils étaient d'ores et déjà sur cette pente qui vise à contester, et même de manière radicale et violente, un pouvoir qui, celui-ci ou un autre, leur semble illégitime à partir du moment où il est démocrate. François Durper, justement sur cette question du comptage des votes mis en doute, même Gérald Olivier dit qu'il n'y a pas eu suffisamment de transparence. C'était tout un débat il y a un an. Alors, c'est pas républicain contre démocrate. Là, on se rappelle que le président de la commission en charge de l'élection n'était pas un démocrate, c'était un républicain. Il a déjà même été ensuite, il a mis sa démission dans la balance pour dire, écoutez, si le président continue à considérer que cette élection est truquée, non, il n'y a pas de trucage. Et la justice américaine, à différentes échelles, a dit la vérité judiciaire. Il n'y a pas eu de trucage. Et cette élection, effectivement, est une élection qui a été contestée par Donald Trump de longs mois avant même l'élection. Il a préparé en quelque sorte la contestation en disant... De toute façon, à partir du moment où il va y avoir un vote par correspondance, vous allez voir qu'on va me voler cette élection. C'est-à-dire qu'il a contesté le fonctionnement par correspondance en disant ce n'est pas démocratique. Les analystes de la politique américaine avaient décrit ce qui allait se passer en disant ce jour-là, il y aura ce qu'on a appelé d'ailleurs à l'époque un mirage rouge. On va voir la carte en rouge des États-Unis, c'est-à-dire les gens qui se sont déplacés, qui sont
plutôt républicains, eh bien tout simplement on va faire une carte qui sera une carte républicaine, sauf qu'il va falloir attendre le décompte des votes par correspondance. Qui était en majorité démocrate, et vous vous en souvenez, il y avait à l'époque une sorte de scission politique entre les républicains qui étaient, vous vous rappelez, en plein cœur de la Covid-19, non masqués, qui étaient prêts à aller voter, des démocrates beaucoup plus timorés, prudents, qui votaient plutôt par correspondance. Tout ça était donc au cœur de cette pandémie, mais en même temps la démocratie est passée. Et comme l'a dit Gérald, il y a eu un écart très important en termes, j'allais dire, démographiques, qui ne se traduit pas nécessairement selon le collège électoral, mais cette décision du 6 janvier, elle est très importante parce que ce n'est pas un républicain, ce n'est pas un démocrate qui fait pencher la balance, c'est le vice-président des États-Unis d'Amérique, qui n'est pas un démocrate et qui n'est pas non plus la gauche du parti démocrate. Et c'est ça que d'ailleurs Donald Trump lui reproche en disant, là, Mike Pence, il aurait dû être de notre côté. Mais ce qui compte, c'est quand même un an après, d'un mot, un an après, ce qui se passe, c'est que 57 personnes qui ont joué un rôle ce 6 janvier sont aujourd'hui candidats aux futures élections mi-terme. Ça veut dire qu'en quelque sorte, pour le Parti républicain, il y a des gens qui, non seulement ne sont pas disqualifiés parce qu'ils ont participé au 6 janvier, mais qui utilisent ça comme un tremplin politique. Et il y a aussi des conservateurs du parti qui font le tour des chaînes conservatrices américaines pour dire, mais écoutez, cette élection, ils répètent que cette élection a été volée. C'est ça, ils utilisent, ils continuent à alimenter en tout cas. Et une phrase quand même, l'extrémisme est normalisé à l'intérieur du Parti républicain. C'est pas quelqu'un d'extrême gauche qui dit ça, c'est Michael Brodkorb, qui est l'ancien vice-président du Parti républicain du Minnesota, qui dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le Parti républicain. En quelque sorte, le 6 janvier n'a pas été la fin du Trumpisme, mais le début d'un néo-Trumpisme. Christian Hanley, est-ce que justement, sur cette fiabilité, juste pour terminer sur cette question, est-ce qu'effectivement les démocrates auraient dû être plus transparents? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de commises autour, justement, pendant ces 3 jours où il y avait ce comptage des voix par correspondance et des voix par anticipation? Après, on sait que la Pennsylvanie a fait basculer, et qu'effectivement, c'est Joe Biden qui a gagné cette élection. Mais comment expliquer qu'effectivement, une grande majorité des Américains, d'après ce que j'ai vu, pensent que Donald Trump est responsable en partie de l'assaut, mais c'est vrai que les républicains, ceux qui votent républicains, pensent toujours que l'élection a été truquée. Eh bien, c'est le président Biden qui l'a dit ce matin. C'est une série de mensonges qui viennent de la bouche de Donald Trump. C'est pour ça qu'il y a tant de voteurs, d'électeurs, il y a tant de républicains qui croient vraiment que cette élection a été volée de Donald Trump. Il n'y avait pas de problème de transparence, pas de problème de fraude. Il y avait absolument rien que le Parti démocrate aurait pu faire pendant ces 3 jours l'an dernier. Donc, ce que l'on voit ici maintenant, c'est cette division entre nos deux réalités. Il y avait un autre invité tout à l'heure qui vient de dire qu'il y a une série de chaînes conservatrices ici aux États-Unis que les électeurs républicains regardent tous les soirs. Et donc, pour eux, ils consomment cette réalité, cette histoire, cette fiction qui ne fait pas partie de la vraie histoire de l'élection de 2020. Et donc, ce n'est pas une question de transparence de la part du Parti démocrate, c'est une question des mensonges qui viennent du Parti républicain trumpiste. Et c'est vrai que le 6 janvier, c'est vraiment le début, je crains, du trumpisme au cœur de notre démocratie et dans le Parti républicain. Parce que ce n'est pas Donald Trump lui-même qui me fait peur, c'est le prochain candidat. C'est quelqu'un qui a pris les leçons de la candidature de Donald Trump en 2016 et puis en 2020. Mais c'est quelqu'un qui va être plus intelligent, plus capable, qui sera probablement, qui posera probablement un danger beaucoup plus grand pour notre démocratie que Donald Trump.
Gérald Olivier, le Parti républicain est donc devenu résolument trumpiste, parce qu'on se souvient que les républicains, juste après l'assaut justement au Capitole, Mitch McConnell aussi avait parlé des responsabilités de Donald Trump, et puis il y a un certain nombre de républicains qui avaient voté d'ailleurs pour l'impeachment de Donald Trump, même s'il n'y avait pas eu la majorité au Sénat, et aujourd'hui on a l'impression qu'ils sont tous derrière Donald Trump un an après. Oui, Donald Trump a gardé la main sur le Parti républicain et il a une base auprès de qui il reste extrêmement populaire. En plus, on connaît la personnalité qu'il a et à partir de ce moment, c'est très très difficile à qui que ce soit au sein du parti de chercher à le défier. On remarque qu'il y a quelques personnages qui se démarquent un petit peu, par exemple le sénateur Ted Cruz, qui est sénateur du Texas et dont on sait qu'il a des ambitions présidentielles. Mais pour 2024, il est presque acquis que Donald Trump voudra avoir une chance pour sa revanche et qu'il reste le candidat principal du parti. Maintenant, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai entendu par mes différents collègues. Ce qui est certain, c'est que l'histoire est écrite par les vainqueurs et les démocrates ont remporté l'élection présidentielle de 2020 et à partir de là, il est acquis que pour eux, elle n'a pas été volée. De même qu'il est acquis, et vos reportages et le vocabulaire que vous employez le démontrent, que pour vous et pour tous ces gens-là, ce qui s'est passé le 6 janvier, c'était une insurrection armée. Et ce n'est pas le cas. On a vu d'autres insurrections armées. Il y a eu une insurrection armée la nuit dernière au Kazakhstan. Regardez de quoi ça a l'air. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une manifestation qui a dérapé et qui a repoussé de quelques heures le processus électoral. Et dire que les républicains ont fait une croix sur la démocratie, c'est complètement faux. La preuve, comme le rappelait François Durper, c'est que c'est en effet le vice-président qui, le 6 janvier dernier, était là pour remplir son rôle de vice-président et de prononcer les résultats de l'élection après débat du Congrès et au besoin quelques objections. Et ce processus a été interrompu par l'envahissement du Congrès, mais manifestement les gens qui étaient là n'étaient pas là pour prendre le pouvoir parce qu'ils ont fait quelques selfies à l'intérieur et ils sont ressortis derrière et le processus a pu reprendre son cours. Et il est quand même... On peut remarquer que voir les démocrates dénoncer ces violences, alors que pendant toute l'année 2020, ils ont au contraire cautionné des violences beaucoup plus graves dans toutes les métropoles américaines qui ont été incendiées, qui ont été pillées, dont les commissariats ont été attaqués, qui ont causé la mort de plus de 25 personnes, alors qu'il y a eu 4 décès le jour du 6 janvier et qui étaient tous parmi les manifestants. Et la seule personne qui était tuée par balle, c'était une femme qui était désarmée et qui a été tuée par un policier. Donc, à mon avis, il faut ramener les choses à leur juste proportion. Et les Républicains, il y a un an, ont été choqués par les images, parce que c'est vrai qu'elles sont très inhabituelles et qu'il est totalement inadmissible d'investir ainsi le Capitole, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, lorsqu'on a un petit peu de recul et qu'on regarde à froid, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de responsabilités, qu'elles ne sont pas toutes entre les mains de Donald Trump et que là, on a une instrumentalisation tout à fait logique de cette journée à des fins politiques. Et l'idée, c'est de disqualifier Donald Trump, voire de parvenir à le bannir et à lui interdire de se représenter. C'est l'objectif final de la commission qui a été mise en place. Gauthier, alors justement, cette commission, cette commission d'enquête donc de la Chambre, elle n'a toujours pas rendu ses conclusions. Ça fait un an qu'elle siège. Au départ, ça devait être une commission bipartite. Finalement, me semble-t-il, un certain nombre de républicains s'y sont opposés. Donc on se retrouve avec 2 républicains au sein de cette commission, dont d'ailleurs Liz Cheney, la fille du vice-président de Bush, de Dick Cheney. Où en est-on, Gauthier? Parce que là, on voit le débat sur ce plateau. On voit que effectivement l'Amérique est fracturée, que les démocrates et les républicains ne sont toujours pas d'accord sur cette élection. La commission doit-elle rendre des conclusions rapidement pour donner justement, faire la lumière? Elle aurait intérêt même pour sa propre crédibilité, dans la mesure où on peut craindre que si les républicains remportaient les élections de mi-mandat, ils auraient vite fait et tôt fait de supprimer cette commission et ce comité. Donc effectivement, il y aurait intérêt. Bon, ce qu'on n'a pas dit peut-être de manière suffisante, c'est que l'accès aux documents, par exemple, de Donald Trump a été très difficile, voire impossible pour ce comité. Parce que Donald Trump a empêché justement qu'il y ait un accès. Tout à fait. Et que donc il y a cette position bizarre de Donald Trump qui est à la fois finalement de ne pas aller jusqu'au bout de ses opinions, c'est-à-dire en défendant cette démarche, tout en l'ayant initiée, puisqu'on a bien vu ce discours qu'il tient avant les événements du Capitole, où il dit « Nous allons descendre l'avenue de Pennsylvanie, nous allons aller jusqu'au Capitole ». Bien,
il faudrait être sourd et idiot pour un manifestant ou un partisan de Trump, de ne pas avoir compris l'invite et l'exhortation. Donc on peut bien sûr après discuter de la manière dont les démocrates espèrent finalement que ce comité, que cette commission vont les remettre en selle peut-être pour les élections. On espère aussi de ce côté-là que les dissensions au sein des démocrates pourraient être dépassées, parce que c'est vrai que les divergences de vues au sein du Parti démocrate sont un handicap pour les futures élections. Mais sur la matérialité des faits de ce 6 janvier 2021, il y a un continuum qui ne peut pas faire penser que les démocrates seraient parvenus à tendre un piège. Donald Trump a bien tenu le discours qu'il a tenu et ses partisans l'ont entendu. François Durper, quel impact, pour avancer un petit peu justement sur le leadership américain dans le monde, que cette fracture, on voit bien que l'Amérique est fracturée, tout de même quel impact? Joe Biden l'a évoqué dans son discours, il a dit qu'il faut un combat des démocraties contre les régimes autoritaires. Il avait organisé un sommet il y a quelques mois justement visant Poutine ou encore Xi Jinping, qui eux, évidemment, utilisent ces images en disant que la démocratie américaine est morte, qu'elle ne vaut plus rien, qu'à la limite les vrais régimes, Xi Jinping dit, c'est nous la vraie démocratie. Difficile du coup d'assurer un leadership. Oui, c'est compliqué parce que Joe Biden cherche à remettre le mot démocratie au cœur de sa politique étrangère. On sait que chaque président veut avoir une doctrine en politique étrangère. Lui, il avait utilisé ce terme. Il avait dit c'est le retour de l'Amérique et de la démocratie américaine. Sauf qu'évidemment, il y a la question de l'exemplarité de cette démocratie à partir du moment où le monde entier voit cette démocratie fonctionner telle qu'elle fonctionne, c'est-à-dire difficilement, eh bien, les régimes qui sont opposés à l'Amérique, et là, c'est pas une guerre froide, j'allais dire sino-américaine. Il y a un tandem, aujourd'hui on le voit bien, et c'est le problème de Joe Biden, un tandem entre les Russes et les Chinois. Donc c'est une guerre froide en quelque sorte, une guerre froide qui n'est pas terminée 33 ans après la chute du mur de Berlin, celle avec la Russie, et une autre qui s'annonce, qui est celle avec la Chine. Et pour compliquer la chose, eh bien, les problèmes entre ces deux pays, justement, ils les mettent un peu de côté pour faire front commun contre les États-Unis. Donc on a, et ça se déplace, et d'ailleurs, il y a aussi la question de l'attaque contre les démocraties occidentales de la part de ces régimes, puisque, pour le dire d'une formule très simple, le prochain Pearl Harbor, il sera numérique, et que les attaques en matière de cybersécurité, c'est ce qui préoccupe principalement les équipes de renseignement, notamment américains. Ah, c'est vrai, mais alors Christian Hanlek, justement, comment défendre la démocratie quand on est soi-même attaqué en son sein? C'est pas facile pour Joe Biden. Non, c'est pas facile du tout. Et en fait, il y a la question de cybersécurité, la question de d'attaque d'information et fake news. Donc, une attaque qui vient de la Russie tous les jours par Internet, ici dans notre pays. Et donc, pour lui, d'abord, il faut avoir une démocratie forte ici chez nous comme exemple. Parce que pour la Chine ainsi que pour la Russie, les exemples de violence politique ici aux États-Unis servent très bien en tant que propagande pour leur régime chez eux. Et en même temps, il faut avoir un système de sécurité numérique ici dans notre pays beaucoup plus fort que ce qui existe actuellement. Donc, que ce soit au niveau des réseaux sociaux ou même de l'actualité que l'on voit ici sur nos chaînes d'information, il faut avoir un système qui n'existe pas encore, un système de sécurité numérique et pour protéger la démocratie. Pour la démocratie, pour que ça existe et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des citoyens et des citoyennes qui sont bien informés et éduqués. Et malheureusement, ce que l'on voit tous les jours ici aux États-Unis, c'est les efforts, surtout de la part de la Chine et de la Russie, de détruire notre cohésion nationale par des attaques numériques et de mauvaises informations par des réseaux sociaux. Donc, ça va être une stratégie à la fois numérique et politique pour l'administration de Biden. Gérald Olivier, donc il y a une attaque en plus. Alors il y a ce problème de la démocratie interne aux États-Unis, démocratie fracturée, et puis aussi donc l'attaque de la part de la Russie, de la Chine. Joe Biden aimerait bien d'ailleurs que toutes les démocraties puissent faire bloc contre les régimes autoritaires, et ce n'est pas simple en fait, parce que les démocraties n'ont pas toutes les mêmes objectifs.
Non, absolument. Alors vous savez, pour les États-Unis, en fait, protéger la démocratie, pour moi, est très très simple. Et la première étape, l'étape essentielle qu'il faudrait parvenir à faire avant les élections de mi-mandat, c'est de parvenir à rétablir une pleine confiance de la part des électeurs américains dans le système électoral. Parce qu'on l'a bien vu tout à l'heure lorsque nous discutions de l'élection présidentielle de 2020, nous n'étions pas d'accord sur les fraudes ou pas les fraudes, ou si elles sont facilitées par le vote par correspondance ou pas. Mais au résultat, si vous voulez, à l'arrivée, quand vous avez des citoyens qui considèrent que voter n'est plus un acte où leur voix va être légitimement prise en compte, si vous perdez confiance dans le système électoral, les institutions s'effondrent derrière. Donc sur le plan strictement américain, les choses sont en fait très simples. Il faut mettre en place des règles que tout le monde accepte et que tout le monde respecte, des règles qui soient véritablement bipartisanes et pas simplement imposées par un seul parti. Maintenant, c'est vrai que le problème de Joe Biden, si vous voulez, c'est que sur le plan de la politique étrangère, il y a malgré tout une continuité entre Obama, entre Trump et entre Biden. Et cette continuité, c'est de parvenir à faire basculer le focus principal de la politique étrangère de l'Europe et du théâtre, on va dire, euro-russe ou euro-soviétique avant, vers un espace chinois et un espace sino et qui correspondrait à l'Asie du Sud-Est. Parce que pour eux, c'est de là que va venir le défi stratégique et c'est de là que va venir le défi économique au XXIe siècle. Et les choses sont très très difficiles à changer du fait également que, c'est vrai, les démocraties sont beaucoup plus difficiles à gérer que ne sont les régimes autoritaires où tout vient d'en haut. Oui, elles sont plus fragiles, bien sûr. Alors Gauthier, en plus, compliqué pour Joe Biden, puisque lui, il est très impopulaire un an après sa première année de mandat. Il n'a que 45% de popularité au sein des sondages. Trump avait 35%, donc c'était encore moins. Mais en dehors de Trump, ils étaient quand même tous plus populaires que lui. Donc comment expliquer cette impopularité de Joe Biden, alors que finalement, il a tout de même fait passer 2 plans de relance, ça c'était plutôt bipartisan, il a mis en place une politique sanitaire qui me semble à peu près décente. Parce que vous avez, alors non seulement vous avez le camp républicain, qui effectivement est vent debout contre Joe Biden à de rares exceptions près, mais vous avez aussi une partie du Parti démocrate qui est aussi extrêmement virulente, voire vigilante, ou l'inverse plutôt, vis-à-vis de Joe Biden. Donc il y a cette idée que Joe Biden est parfois prisonnier de ce camp à gauche du Parti démocrate, et que, compte tenu aussi des équilibres à la fois à la Chambre des représentants et du Sénat, il n'a pas les mains libres. Et il risque de les avoir encore moins si, après les élections de mi-mandat, les Républicains gagnaient, il ne suffirait pas de grand-chose. Donc, l'idée, c'est qu'il est à la fois le représentant de ce libéralisme honni, ça je parle pour la droite, disons une grande partie de la droite et de l'extrême droite. Libéralisme au sens américain. Au sens américain. Défenseur des libertés. Tout à fait. Et que de l'autre côté, il est trop justement libéral cette fois au sens économique pour toute une partie de la gauche qui verrait bien une intervention étatique plus musclée et qui verrait bien aussi une sorte de confirmation de leur idée ou de leur marotte, qui est une marotte finalement communautariste quand il s'agit de représenter de façon, encore une fois, communautariste, des minorités. Donc vous voyez que, je termine d'un mot, ce qui me semble primordial dans l'histoire, c'est bien sûr d'établir des règles que tout le monde respecterait, mais cette fracture américaine, elle n'est pas seulement politique, elle est profondément culturelle, elle est aussi dans les moyens d'éducation, elle est dans les moyens d'accès à la presse, à la lecture, et tout cela, eh bien, c'est un autre chantier, c'est encore plus vaste, bien sûr, que de recréer une confiance qui est, je suis tout à fait d'accord, nécessaire dans le domaine électoral. Christian Hanley, rapidement, pourquoi est-il si impopulaire, Joe Biden? Et pourquoi, justement, ça va être compliqué pour lui de réconcilier cette Amérique? C'est ce qu'il a dit qu'il voulait faire il y a un an. Pour la première partie de la question, ce n'est pas très compliqué du tout. En fait, la raison, c'est le Congrès. La raison, c'est le Sénat, en fait. Malheureusement, dans ce pays, le Sénat ne représente la citoyenneté d'une façon égale. Donc, on a 2 sénateurs pour chaque État, que ce soit le New York ou la Californie, qui sont très, très peuplés, aussi peuplés que beaucoup de pays européens. En même temps, il y a deux sénateurs pour des États qui sont presque vides, où il y a presque personne qui vivent là toute l'année. Donc, on a des sénateurs dans le Parti démocratique qui ne sont pas centristes, ils sont conservateurs. On voit par exemple Kyrsten Sinema de l'Arizona ou Joe Manchin de la Virginie occidentale.
Et donc, ce n'est pas une division, il ne s'agit pas d'une division entre président Biden et les membres plutôt gauchistes dans le Parti démocrate. En fait, ce que l'on voit maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de progressistes qui étaient un peu cyniques au début, qui là veulent vraiment travailler avec Joe Biden dans le Sénat et dans le Congrès. En même temps, on voit des conservateurs dans le parti qui s'appelaient au moins des centristes, qui sont eux responsables pour bloquer tout ce que veut faire Joe Biden dans le Congrès. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a tant de sondages très négatifs sur président Biden. Parce qu'il donne l'impression d'être bloqué, c'est ça que vous voulez dire? Précisément. Et en fait, pardonnez-moi, précisément. Et puis, ce n'est pas une simple question d'être aperçu comme être bloqué, mais en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir des résultats. Et si le Sénat refuse de donner des résultats au peuple, eh bien, c'est Joe Biden en tant que président qui reçoit tous ces sondages négatifs. Oui. Gérald Olivier, il nous reste 3 minutes. Donald Trump prépare-t-il un retour en 2024 ? Oui, j'ai déjà répondu à la question, il prépare son retour. Pour terminer sur la question précédente très rapidement, Joe Biden est impopulaire parce que ses politiques sont impopulaires. Et le Sénat aux États-Unis est une chambre essentielle. Je rappelle que les États-Unis, de par leur nom, ce sont des États qui se sont unis. Et l'importance de chaque État au sein des institutions est primordiale. Et le Sénat est là pour représenter les États. Donc ce que j'entends de votre intervenant qui est à Washington, parce que le Sénat n'est pas à majorité démocrate, soudain c'est devenu une chambre dont il faudrait se passer, je trouve ça extrêmement dangereux. Et pour moi, là, il y a une vraie menace à la démocratie américaine. Trump prépare-t-il un retour en 2024, on n'a plus beaucoup de temps. Oui, il prépare son retour, je le disais tout à l'heure, c'est quand même le personnage dominant du Parti républicain. Je pense qu'il veut sa revanche, il a une personnalité qui, comme on le sait, est surdimensionnée et il a avec lui la base du parti. Et à partir de là, il sera très difficile à qui que ce soit de lui prendre la nomination. François, il y a effectivement un écart entre la baisse de popularité de 11 points en un an et la situation économique du pays, croissance de 2%, un chômage à 4,9%. Alors pourquoi? Plutôt belle, plutôt embellie économique. Plutôt embellie économique, effectivement. Et puis, vous l'avez dit, 2 réformes importantes, une à 200 milliards, quand même, faire voter 200 milliards, c'est pas rien, et l'une à 1200 milliards. Alors, 3 raisons très rapides. La première, c'est peut-être un problème de communication de Joe Biden. Il a un discours quand même très négatif. Encore il y a peu de temps, c'était son affaire Macron à lui, il critiquait les non-vaccinés en disant « Je vous promets une année épouvantable, vous allez tous mourir ». Enfin, c'était quand même... Tout le monde s'est étonné de cette communication. Deuxième chose, polarisation négative. C'est-à-dire qu'il a été élu aussi surtout contre Donald Trump. C'est-à-dire qu'il fait très peu de promesses positives qui parlent à tous les Américains, y compris au camp rouge. Souvenez-vous des grands présidents démocrates comme Clinton, eh bien, lui parlait aussi au camp républicain. Ça, c'est difficile à faire dans cette Amérique bipolaire. Elle est plus fracturée aujourd'hui. En même temps, peut-être d'un mot, de dire qu'il a quand même une expérience politique qui lui permet de jongler avec ces cycles de popularité en se disant que la plupart des présidents perdent de toute façon les élections mi-terme avant d'être réélus 4 ans plus tard. Voilà, et peut-être un retour donc de Donald Trump en 2024, c'est ce qu'on disait. Merci beaucoup Gauthier, merci François Durper, merci à vous Gérald Olivier, merci. Christian Hanley, puis merci Sonia Dridi qui a démarré cette émission avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis, restez avec nous sur France 24.